longitude 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour. Le commandant Cousteau est le personnage le plus célèbre attaché à la cause des océans. C'est François Sarano qui nous parle des 13 années passées à ses côtés, de sa philosophie qui a conduit à mettre à l'agenda de toutes les nations le souci des océans. Jacques-Yves Cousteau a engendré une vague de défenseurs des océans, d'associations issues de sa filiation. Sa philosophie est toujours présente aujourd'hui, comme nous l'explique François Sarano. Mais comment l'a-t-il rencontré ? Alors d'abord, je le rencontre, il a déjà 75 ans. C'est-à-dire que lui, il a 10 vies d'aventure, de découverte, d'exploration avant que je le rencontre. Je le rencontre en 1985. Je me souviens de mon arrivée à bord de la Calypso. On arrive dans le port, il y avait tous ces bateaux militaires partout, c'est tout gigantesque et je voyais pas Calypso. Et elle est où Calypso ? Elle est là. Oh ben elle est pas grande, c'était toute petite. Et je monte à bord, et à bord il y avait la bergère, donc Simone Cousteau, qui m'accueille et qui me fait rentrer dans le carré. Il y avait une petite vitrine avec des poteries. Oh, qu'est-ce que c'est que ces poteries ? Ça, c'est les poteries du Grand Conglou. On les a ramenées en 1956. Et là, tout d'un coup, vertige. Moi, je sortais frais moulu de mon doctorat, je faisais le malin, et je réalise que j'étais à peine né, que eux déjà avaient fait la plus grande fouille archéologique sous-marine. Là, tout d'un coup, ça remet les choses en place. Donc Cousteau, c'est 50 ans de terrain, 50 ans d'exploration, le détendeur, la soucoupe plongeante, des découvertes incroyables, des rencontres avec des pêcheurs et avec des présidents. C'est à la fois une aventure d'explorateur vrai, authentique, avec des dangers, et en même temps un chef d'entreprise extraordinaire. Pendant 50 ans, il a fait vivre jusqu'à 2 bateaux avec des associations. Bref, c'est difficile. Cousteau est difficile à cerner. En revanche, on peut dire 2 choses. D'abord, si c'était impossible, c'est qu'il fallait le faire. Et ça, j'ai jamais oublié. Ça n'avait pas d'intérêt si c'était possible. C'était pour le commun. L'intendance suivra. J'ai un rêve ? Eh ben c'est bien, c'est parti, on le fait. Quand je l'ai rencontré la première fois au musée océanographique qui m'a proposé de venir à bord de la Calypso, il m'a dit « Ici, avec moi, on taille sa veste à la mesure de ses épaules. Demandez-moi ce que vous voulez, je vous le donnerai, et faites-le. Mais faites-le bien !» Et c'est vrai qu'il donnait les moyens de réaliser nos rêves, de faire ce que nous voulions. Vous voulez faire une étude ici ? Faisons une étude là. Vous voulez plonger là ? Allez-y. Avec Véronique, on est interpellé par un de nos amis qui s'appelait Michel Pichon et qui découvre en 86 la reproduction en masse de la Grande Barrière de Corail. Je dis à Cousteau, il faut qu'on aille voir ça. Je monte à Paris le voir, je lui dis, voilà, c'est un copain, je crois qu'il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je fais ? Sauter dans l'avion. Oui, mais il y avait... partez avec Véronique. Pendant 2 mois et demi, on est allé en Polynésie, sur la Grande Barrière de Corail, préparer les expéditions, photographier pour la première fois au monde la reproduction en masse des coraux. Et quand on est rentré, alors vous l'avez fait bien ? Ah ouais, c'est formidable. Alors c'est bien. Il ne m'a pas demandé des comptes, des machins, des trucs, non. Faites-le, mais faites-le bien. Et lorsque Calypso arrive l'année d'après pour filmer cette fameuse reproduction des coraux qui ne dure qu'une journée, le 3e jour qui suit la première pleine lune de printemps, Calypso tombe en panne en Nouvelle-Calédonie. C'était catastrophique. Je lui téléphone, je lui dis « Gic, qu'est-ce qu'on fait ?» Oh, écoutez, François, alors prenez les Zodiacs, vous mettez tout ça dans un avion, prenez l'équipe et vous filmez. Et on a filmé. Ce qui comptait, c'était de réaliser ses rêves. Et, aussi important, de les partager. Cousteau partageait ce qu'il découvrait. Et ça, c'est essentiel. Il ne gardait pas ça dans des petites publications, il ne gardait pas ça pour lui, il le partageait. Il avait une vision, il regardait devant. Ce qui l'intéressait, c'était toujours ce qu'il faisait ou surtout ce qu'il allait faire. Je pense que c'est quelqu'un qui a tiré une philosophie de son expérience de terrain et une philosophie qui a évolué à la fois avec ce qu'il découvrait et avec l'évolution du monde. Quand lui commence à ouvrir le monde de la mer avec le détendeur Cousteau gagnant, ce monde est encore peu affecté par notre développement mal contrôlé. On est juste après-guerre. On est 2,5 milliards. On est 7,5 milliards et on sera bientôt 9 milliards. On n'a pas de plastique, la chimie n'a pas encore bouleversé le monde. Il y a encore des terrains incognita, il n'y a pas Internet. On met du temps pour aller d'un endroit à l'autre.
On n'a pas les téléphones à bord des bateaux. Et ce monde-là, Cousteau tout d'un coup l'élargit en ouvrant le monde de la mer. Et en même temps, il découvre que notre développement, tout d'un coup, affecte le monde qu'il découvre. À peine découvert, déjà blessé et presque menacé. Cousteau, c'est quelqu'un qui veut conquérir et exploiter la mer. Cousteau, c'est les maisons sous la mer, c'est pas pour aller y faire du cinéma simplement. C'est pour aller exploiter et s'installer sous l'océan. C'est lui qui va découvrir le pétrole à Abu Dhabi. Donc c'est d'abord quelqu'un qui veut exploiter la mer. Cette mer qui est une corne d'abondance inépuisable. Eh bien, il comprend que cette corne d'abondance n'est pas inépuisable. Et donc sa philosophie évolue. Et petit à petit, il se rend compte qu'il faut non seulement dire que les choses ne sont pas aussi belles que ce qu'il n'y paraît, mais il faut agir. Donc il s'engage. Ces actions de défense de l'environnement vont l'amener évidemment à s'engager sur des tas de causes, contre le nucléaire, contre les boues rouges, pour la protection des milieux marins en général. Petit à petit, surtout au cours de la dernière partie de sa vie et avec la redécouverte du monde et des rencontres comme celles que nous avons pu faire à Haïti, sa philosophie évolue encore. Elle devient, oui, il faut sauver l'environnement marin, il faut sauver l'environnement en général, mais pour qui ? Pour nous les hommes. Et donc son engagement est beaucoup plus humaniste vers la fin, et c'est le moment où avec Denis Audy, Bertrand Charrier, nous sommes autour de lui, il nous appelait son laboratoire d'idées, et où nous travaillons à la fois sur tout ce qui touche à l'environnement, mais sur aussi les grandes questions de comment vivre en harmonie sur cette planète. Sa philosophie se tourne plus vers les gens. C'est cette philosophie-là qui porte longitude, qui me mène aujourd'hui. Il faut protéger l'environnement sauvage, il faut protéger cet océan sauvage, notre dernier grand territoire sauvage, et tous ces animaux symboles comme le requin blanc, pour nous les hommes, parce que sans eux, nous vivons dans un monde carcéral, un monde où tout sera planifié, contrôlé. Il faut vraiment que ce monde sauvage, libre et indompté qui nous échappe, reste. On doit beaucoup au commandant Cousteau pour la défense des océans. Il nous reste à nous, amoureux des mers, de perpétuer sa philosophie humaniste. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.